Frédéric Bernard est un gentilhomme. Est-ce gentil d'être venu? Ma grand-mère disait « gentil n'a qu'un œil ». C'est l'autre main. Gentil n'a qu'un œil. Ma grand-mère n'avait pas de micro. Et quand elle le retirait, on comprenait qu'il fallait voir le monde crûment, clairement, et que gentillesse rimait avec faiblesse. Vous avez probablement vu Le Dîner de cons, Thierry Lhermitte, avec Jacques Villeray. Vous avez vu Le Père Noël est une ordure, Thierry Lhermitte, again, qui dit « je veux pas être méchant », mais Thérèse, elle est vraiment gentille. Et là, on voit que la gentillesse, ça paye pas. La gentillesse, c'est pas fort. Et je vais vous montrer qu'elle a une autre histoire. Alors, je vais vous le faire en 2 parties, en 20 minutes. La première partie est historique, c'est pas l'histoire de la gentillesse, ça depuis Néandertal, on n'a pas un chronogramme qui nous dit comment les hommes se sont comportés, mais c'est l'histoire de la notion. Et puis ensuite, la philosophie de la gentillesse, et pour les questions, on glissera l'entreprise. La gentillesse a 3 racines, une romaine, une chrétienne et une médiévale. Vous savez que tous les chemins mènent à Rome, on peut en partir du Louvre, mais la gentillesse en vient. Ça vient du latin gentilis, qui veut dire celui qui est bien né, celui qui appartient aux 100 familles qui fondèrent Rome. Jules César, par exemple, appartenait à la gens, G-E-N-S, des Lulli. Il n'y a pas le mot gentillesse chez les Romains, il y a la gentilitas qui regroupe tous les gens, toute la gens qui est bien né. Vous remarquez d'ailleurs que gentilis en romain, c'est synonyme de ingenus. Et nous aussi, gentil, c'est synonyme d'ingénu. Mais ce qui est noble chez les Romains est faible et ignoble pour nous les modernes. Le mot, dans la monarchie, va signifier la noblesse. Celui qui est bien né, je vous l'ai dit, et puis petit à petit, dans la République et après dans l'Empire, il va se galvauder. Il désigne aussi bien le maître que l'esclave, aussi bien le Romain que quelqu'un qui appartient à une notion étrangère, et le terme se brouille, devient ambigu, et désigne aussi bien le noble que l'ignoble. Fin du premier acte ou de la première racine latine, romaine, de la gentillesse. Deuxième racine, la racine chrétienne. Une secte apparaît, issue du judaïsme. Et elle a repéré, cette secte, un peu plus tard, pas autour de Jésus-Christ, mais quelques décennies plus tard, que les juifs ont un terme pour désigner ceux qui ne sont pas juifs. Goy au singulier, goyim au pluriel. Et ils veulent la même chose. Et ce mot qui veut plus dire grand-chose, gentilis, ils vont l'utiliser pour désigner ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous voyez que du monde romain au monde chrétien, qui est dans le monde romain, mais on passe du sens noble au sens impie, au sens mécréant. Saint Paul, par exemple, il sera appelé plus tard, parce que lui, il parle l'hébreu et le grec, mais il sera appelé plus tard l'apôtre des gentils. Il n'est pas méchant, Saint Paul, mais il part avec son bâton de pèlerin, parcourir 2 fois le bassin méditerranéen, pour convertir les non-chrétiens au christianisme. Alors, si vous voulez comparer le goy au gentil, c'est la différence qu'il y a entre 2 canapés, la Redoute ou Roche-Beaubois, je vous laisse choisir. Le goy, il est goy définitivement. Alors, c'est pas tout à fait vrai, vous avez vu que Danny Boom, il a épousé la belle Yaël, il s'est converti au judaïsme. Mais la grande différence entre le judaïsme et le christianisme, c'est que le judaïsme, il n'est pas prosélyte. Alors, le christianisme, s'il veut embrasser, il veut ramener, il veut convertir. Donc, c'est 2 types de canapés. Le goy, c'est le canapé fixe, et vous avez compris, le gentil, c'est le canapé convertible. Saint Paul, l'apôtre des gentils. Saint Thomas, XIIIe siècle, il écrit, alors il ne donne pas ce titre à son livre, mais il écrit un très beau livre qui s'appelle « La Somme contre les gentils ». Et les gentils, ça ramasse les païens qui restent, il n'en reste plus beaucoup, les hérétiques, les juifs, le peuple déicide, et puis les nouveaux, les mahométans. On voit bien donc que le terme gentil continue d'exercer tout au long du Moyen-Âge sa force. Et puis, ça m'a plus énervé, j'avais déjà commis 2 livres sur le sujet, un éloge de la gentillesse et un petit éloge, la version pop, et on a un pape, Benoît XVI, en 2011, qui crée à Notre-Dame, avec le couvent des Saints-Bernardins, un parvis des gentils. Et là, je me suis dit, je ne suis pas lu à Rome, il faudrait quand même que j'y aille. Voilà pour la gentillesse, donc on a compris, il y a deux idées, le noble et le contraire, le nouveau sens, le sens chrétien, l'impie, le mécréant, celui qu'il faut convertir. Troisième racine, la racine médiévale. Au Moyen-Âge, autour du XIe siècle, 2 textes qui font apparaître ce nouveau mot, ou plus exactement ce syntaxe, parce que ce sont 2 mots, gentilhomme. Ne vous inquiétez pas, mesdames, il y aura plus tard le gentedame qui apparaîtra. Le gentilhomme, c'est l'aristocrate. C'est-à-dire qu'on se retourne vers Rome déjà au XIe siècle, au XIIe siècle, dans Chrétien de Troyes aussi, Lancelot du Lac. On va voir apparaître le mot gentillesse avec un J.
Et ça désigne celui qui est bien né aussi, mais qui est porteur des 3 foi religieuses, théologales, la foi, l'espérance, la charité. Et ce seigneur, c'est aussi un chevalier, c'est celui qui va partir en croisade. C'est donc quelqu'un qui porte des valeurs. Il est noble, il est bien né, mais en même temps, il est habité par la foi. Et imaginez cette image au XIIe siècle, vous rentrez dans une église romane, le seigneur du village y entre à cheval avec son épouse et sa famille, pendant que la piétaille ou les paysans sont derrière. Et vous avez le gentil homme au premier rang, et derrière l'autel, le prêtre qui va parler de saint Paul, apôtre des gentils. L'ambiguïté est verrouillée. Au Moyen-Âge, coexiste le noble et l'impie dans le terme. À la Révolution française, avant la Révolution française, pardon, à la Renaissance, on va ouvrir les châteaux, on va casser les meurtrières, on va ouvrir les portes, les fenêtres, on va faire des bassins qui sont des miroirs. Les hommes vont porter des perruques et des hauts talons. On va passer quand même d'un chevalier à un courtisan. Lisez La Société de cour de Norbert Elias qui explique comment la Renaissance, c'est un moyen pour fédérer les seigneurs par la courtisanerie, mais aussi par la tartufferie. Et c'est là qu'il faut envoyer Joseph de Boismortier, 5e gentillesse. Et là, on ne m'écoute pas là-haut. Ils ne sont pas gentils dans la... Si. Imaginez la vie de cour où chacun passe son temps à séduire l'autre et on a quitté la trempe, le terrain, les valeurs du gentilhomme médiéval. On est devenu un courtisan, un menteur, un hypocrite, un tartuffe. Et puis là-dessus, le système se fatigue, la révolution arrive, on baisse la musique. La révolution arrive, ça ira, on pend les aristocrates à la lanterne, c'en est fini du gentilhomme et quelque part de cette gentillesse qui était un mode de vie social. Voilà pour les 3 racines lexicales du gentil et de la gentillesse. Et aujourd'hui, on est dans cette ambiguïté, vous croisez quelqu'un dans le métro, vous l'aidez, vous portez son bagage, tenez la porte, il vous dit merci, c'est gentil, et vous plante le regard dans les yeux. Et en même temps, rappelez-vous Thierry Lhermitte, Thérèse, elle est vraiment gentille, elle est faible. Donc cette ambiguïté est là. Et moi, je me suis aperçu qu'elle était dans un angle mort de la philosophie, qu'on ne l'avait pas pensé, qu'on ne la trouvait pas dans les dictionnaires de philosophie. Et je me suis dit, si on veut revaloriser la gentillesse qui est pratiquée en sous-main, discrètement, il faut la théoriser, il faut en faire un concept, comme disait Gilles Deleuze. Et donc j'ai observé les gens et j'ai compris qu'il y avait une définition qui était valide, validable, acceptable de la gentillesse. Un exemple, un jour je vais dans un restaurant rue Mouffetard, je suis en retard à mon rendez-vous, je dis au patron, vous pouvez m'amener l'addition assez vite, il arrive tout de suite avec la machine, je sors ma carte, et je dis merci, vous êtes gentil. Il me dit non, je ne suis pas gentil, je suis sympathique. Et je dis pourquoi vous préférez le mot grec au mot latin? Mais à travers sa pudeur, il avait tout dit, que la gentillesse c'est de l'empathie. Donc première définition, être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Il faut qu'il y ait une demande. Que cette demande soit verbale ou qu'elle soit corporelle, mais il faut qu'il y ait une demande. S'il n'y a pas de demande, c'est une autre attitude et une autre vertu. Et donc si l'empathie est un genre, je lui donne 3 espèces. À l'extrême droite de l'empathie, je mets le respect, empathie froide. À l'extrême gauche de l'empathie, je mets une empathie brûlante, la sollicitude. Et au milieu, ma gentillesse, qui est une empathie chaude. Pourquoi le respect, c'est une empathie froide? Parce qu'on s'en tient à des règles, on s'en tient à des normes, on s'en tient à des valeurs. C'est ce qui fait qu'un jour, j'avais rendez-vous sous la pluie, pas de parapluie. La seule place disponible, c'était la place d'un handicapé. Je me suis tâté, puis je me suis dit, je viens quand même proposer la gentillesse, je ne peux pas squatter la place d'un handicapé. Donc je suis allé me garer à Pétaouchnok, je suis arrivé trempé, mais j'ai respecté la place de l'handicapé. Je l'ai regardé arriver. J'étais derrière une vitre, je l'ai vu arriver. Ce qui m'a étonné, c'est qu'une voiture s'est garée. Je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un qui la prend ou pas? Une porte arrière s'est ouverte, un fauteuil en est sorti, la porte avant. Pendant ce temps-là, les salariés arrivaient, le saluaient, mais personne ne l'aidait. Voilà l'empathie froide, le respect. À l'autre bout, l'empathie brûlante, la sollicitude, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Elle espionne ses voisins, mais ce n'est pas pour les mater, c'est pour les aider. Elle voudrait les aider à réaliser leurs désirs. Et donc la sollicitude, elle est très intrusive, parce que la personne ne vous demande rien, et vous rentrez en elle pour l'aider à se réaliser, à lui rendre un service. Et je dis, la sollicitude, il ne faut pas en abuser, parce qu'elle a un terrain d'élection, qui n'est pas comme la gentillesse, la rue et l'entreprise. Son terrain d'élection, c'est la famille. Pourquoi on est sollicitant en famille? Parce que dans la famille, ça c'est Hegel qui l'a dit, un grand philosophe allemand du début du XIXe siècle, dans la famille, il n'y a qu'une seule personne. Ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère, ce n'est pas l'enfant, ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, ni la grand-mère, l'aïeul, c'est la famille. Et donc tout le monde est au service de cette personne qu'est la famille.
Et donc moi, quand je dis à ma fille en plein hiver, écoute Blandine, il fait froid, tu pourrais peut-être fermer ta chemise et mettre une écharpe autour du cou, je joue mon rôle de père. Et je suis sollicitant, c'est-à-dire je veux son bien malgré elle. Elle foutra l'écharpe et elle la retirera au coin de la rue, mais c'est ça la famille, c'est la sollicitude. Empathie brûlante, qui est un terrain d'élection. Une forme de communauté petite, mais fondamentale de toute société et de l'humanité. Et au milieu, entre les deux, eh ben, il y a ma gentillesse. Et la gentillesse, c'est une vertu chaude. Pourquoi elle est chaude? Parce que c'est une rencontre, la gentillesse. Il faut de l'altérité, puisque vous avez compris que la sollicitude, c'était dans la famille, où il y a de l'intimité. Il ne peut y avoir de la gentillesse que s'il y a de l'alter, que s'il y a de l'altérité, sans altercation. Et donc, dans cette philosophie de la gentillesse, je vais vous dire que non seulement elle est une forme d'empathie, mais elle est une émotion intelligente ou une intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que être gentil finalement? C'est découvrir en soi qu'on est un métier à tisser. On peut être gentil mécaniquement, machinalement, parce qu'on a été éduqué, parce qu'on a une empathie qu'on ne soupçonne pas, et on tient la porte, et on porte une valise, et on aide un aveugle à traverser. Une fois, j'ai aidé un aveugle à traverser, il ne m'avait rien demandé, donc je lui embarque le bras, il me met un grand coup de coude dans le bide, et là j'ai compris que j'étais sollicitant et que je devrais pratiquer ce que j'enseigne. Mais l'émotion intelligente, c'est de découvrir qu'on est un métier à tisser. On tisse des petites trames de relations humaines qui sont très fécondes pour la société. Même quand la société explose, il restera toujours de la gentillesse. Vous savez, le 13 novembre, j'étais sur les ondes et sur les écrans pour fêter la journée mondiale de la gentillesse. Je rentre chez moi, et ma fille vient me dire, papa, viens voir, il y a des attentats en France, à Paris. Je dis, non, il n'y a pas d'attentat, c'est la journée de la gentillesse. Je suis resté scotché, évidemment, après devant l'écran. Puis j'ai reçu des textos, des mails au bout d'un moment qui me disaient, la journée de la gentillesse, elle est compromise. Non, c'est pas parce qu'il y a 5-6 personnes complètement fondues que la gentillesse s'est éteinte. Il y a des gens qui sont sortis du Bataclan en catastrophe survivant, qui avaient laissé leur manteau et d'autres leur en donnaient. La gentillesse, elle était toujours là, elle sera toujours là. Elle est là en Syrie, elle est là en Irak. C'est une fédération invisible, c'est un rhizome, puisque j'étais dans les racines et le végétalisme. C'est un rhizome, ça ne se voit pas, mais c'est une vertu qui tisse et tapisse la société. Donc je suis un métier à tisser, première chose. Deuxièmement, je découvre quand je suis gentil, si j'y prête attention, que j'ai le goût des autres. Et le goût des autres, c'est pas mal, parce que plus j'ai le goût des autres, plus je fais une découverte en moi. C'est que le moi n'existe pas. C'est que le moi, c'est une fiction occidentale. Et dans notre société, on en est arrivé, comme le dit un psychologue, au tout à l'ego. On a l'impression que le monde arrive vers nous. Et le mérite de la gentillesse, c'est de déverser un peu de cette force qu'on a en nous à l'extérieur. Entre parenthèses, j'ai opposé le noble et l'ignoble, j'en profite pour opposer le méchant et le bon. Le méchant, ça vient du vieux François qui veut dire méchoir. Donc le méchant, celui qui tombe, après avoir fait tomber les autres. Mais pourquoi il tombe? Parce qu'il est vide. Donc il faut qu'il prenne sans arrêt. Le méchant, c'est un prédateur. Mais observez bien, toutes les personnes qui prennent sont vides. Et celui qui donne, le bon, il est plein. Il a une plénitude en lui. C'est vacuité contre plénitude. Donc le goût des autres, ça m'apprend ça. Et puis après, il y a un troisième degré, qui concerne une minorité, et j'en fais hélas pas partie, c'est que quand j'ai pris goût aux autres, je peux découvrir que je ne suis pas un moi, et alors là je peux basculer vers le don absolu. La gentillesse, c'est un don ponctuel, c'est un don qui ne coûte rien, qui ne cherche même pas à rapporter gros, mais je peux être dans un don total, et là, c'est l'auréole, je bascule vers la sainteté. Alors il y en a qui basculent directement sans passer par la case gentillesse, mais il y a quand même ce goût-là dans la gentillesse qui fait qu'on découvre qu'on est un métier à tisser, on découvre qu'on est puissant parce qu'on donne, et on découvre qu'on peut être un saint ou un sage, enfin autre chose que quelqu'un qui est pris dans les compromis et les tractations. La gentillesse, troisième versant de ma philosophie de la gentillesse, c'est une morale impressionniste. Alors j'oppose deux types de morale. Les morales impressionnantes, celles que j'enseigne, les sagesses de l'Antiquité, celle d'Épicure, celle d'Épictète, celle d'Aristote, de Platon, et puis c'est les morales des grandes religions. Elles sont impressionnantes. Le judaïsme, le christianisme, l'islam. Dans le christianisme, par exemple, on vous dit du baptême jusqu'à l'extrême onction, et du matin jusqu'au soir, ce qu'il faut faire. Autrement dit, les vertus, les morales impressionnantes sont des morales du devoir. Elles vous imposent à faire des choses, et c'est nécessaire que ces morales existent, même si elles sont en voie de rétractation, mais je ne crois pas de disparition. Vous avez noté la passerelle que je faisais entre la gentillesse et la sainteté. Et la gentillesse, ce n'est pas une morale du devoir, c'est une morale du pouvoir. C'est quand je veux, quand je peux, mais pas quand je dois. Je ne suis pas obligé d'être gentil tout le temps, y compris puisqu'il y a des chefs d'entreprise, des DRH, des managers dans la salle.
et des clients et des salariés, y compris dans l'entreprise. Je ne suis pas obligé d'être gentil tout le temps, mais c'est parce que je le sais que je vais l'être à certains moments. Je prends un exemple. Un jour, une caissière me raconte qu'elle est caissière dans la grande distribution, elle est en retard à cause des grèves, bon ça c'est familier en France, et elle va être en retard au boulot, et elle sort à une station de métro, et là il y a un touriste qui l'arrête et qui lui dit « Excuse me, where is the Eiffel Tower ?» Et là elle ne comprend pas un mot d'anglais, mais elle comprend que c'est quand même un monument historique, elle lui dit « Sorry, I have no time ». Elle l'a laissé tomber, mais elle ne l'a pas tué, elle n'a pas cassé le vase de Soissons, et si elle avait eu du temps, elle lui aurait consacré. Donc être gentil, c'est quand je veux, quand je peux, mais pas quand je dois. Alors pourquoi c'est une vertu impressionniste? Parce que l'impressionniste, c'est un énorme courant artistique, esthétique, en peinture. Renoir, Monet, Manet, des taches, des touches sur la toile, mais du blanc qui reste. Ma morale impressionniste, c'est aussi qu'on est gentil, mais pas tout le temps. Donc il reste des taches en musique, Debussy, Ravel, Fauré. En littérature, Proust, une Madeleine, une impression, et c'est tout un monde qui revient. Et en philosophie, Bergson. Donc c'est une vertu impressionniste, c'est pas une vertu impressionnante. Mais c'est une morale du pouvoir, c'est pas une morale du devoir. Et puis, dernière chose, dernier aspect, dernier axe de cette philosophie de la gentillesse, c'est une vertu systémique, pas une vertu systématique. Les morales systématiques, pour des vertus systématiques, sont justement issues de ces morales impressionnantes. Mais les vertus systémiques sont des vertus qui considèrent que des petits gestes, ça peut produire de grands effets. Vous savez, c'est la théorie de René Thom, le mathématicien, la théorie des catastrophes. Un vol de papillons au Guatemala peut provoquer les changements de cours de la bourse à São Paulo. Et il y a cette idée que dans le petit geste que je fais, je tisse, j'attends pas un retour sur investissement, ça c'est du cynisme. Entre parenthèses, j'ai opposé noble, ignoble, bon, méchant, et aujourd'hui on est dans ce couple du gentil et du cynique. Et il est difficile à décrypter ce couple-là. Pourquoi? Parce que le cynique, c'est quelqu'un qui est gentil dans les moyens, mais méchant dans la fin. Donc il est doux en apparence, dans le premier contact, mais dans la fin, dans la finalité, c'est un prédateur. Je dis que c'est une vertu systémique parce qu'il y a eu ce film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait Pay It Forward, paye au suivant. Et c'était une jolie histoire d'un petit enfant dont le père était alcoolo et tapait et l'enfant et la mère. La mère allait bosser comme entraîneuse dans un bar le soir, sans le vouloir. Et le gamin, à la rentrée scolaire, il tombe sur un prof qui ne sait pas quoi dire au môme, comme tous les profs à la rentrée, et qui dit « Écoutez, revenez demain avec chacun une idée pour changer le monde ». C'est pas mal, ça, déjà. Et il y en a un qui revient, qui est très américain, c'est-à-dire il mange beaucoup de trucs gras et sucrés, et il dit « Si on se met tous à sauter sur la planète, on va changer son axe et ça mettra fin au réchauffement climatique ». Bonne idée. Et mon Trevor, lui, qui est celui de la famille un peu bancale, il arrive, il va au tableau, il fait un schéma, donc je vous tourne le dos, il met une personne qui rend service, qui est gentille avec 3 personnes, qui ont l'obligation d'être gentilles avec 3 personnes. Et ça finit mal, le film, c'est pour ça qu'il n'a pas marché auprès des enfants, c'est parce qu'à la fin, ils se battent à la récréation, ils meurent, et le film finit mal. Mais ça, c'est la pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi, c'est Madoff. On donne, et on prend l'argent de celui qui vient de rentrer pour donner à celui qui était rentré avant. Pay it forward. Et moi, je pense qu'il ne faut pas chercher de payer, il faut semer. Et c'est pour ça que c'est une vertu systémique, parce que ce qu'on donne ponctuellement, ça peut avoir des rhizomes, des réseaux souterrains qui sont très puissants. Alors, il me reste 2 minutes 18 pour vous faire une partie sur l'entreprise. Il m'aurait fallu 40 minutes, mais je vais essayer. L'entreprise, elle a 2 finalités, parce que je pense que le nouveau cœur du politique dans notre monde, c'est l'entreprise. L'entreprise, c'est l'aventure. Nos vies de famille sont des entreprises. Nos vies amoureuses sont des entreprises, c'est l'aventure. Et Platon, dans un grand livre qui s'appelle Le Politique, dit « Le roi, il a 2 finalités. » Enfin, il a une finalité, synploké en grec, c'est d'entrelacer. Un homme politique, c'est quelqu'un qui doit entrelacer les fils. L'un, c'est-à-dire le roi, le monarque, et le multiple, c'est-à-dire le peuple. Il doit tisser, c'est un tisserand aussi. J'ai dit tout à l'heure qu'on était des métiers à tisser. L'entreprise, elle est ce métier à tisser. Elle a une finalité économique, c'est de faire du chiffre. Et ça, c'est non négociable. Mais après, il faut qu'elle comprenne, cette entreprise, qu'elle n'est pas offshore, qu'elle n'est pas à l'extérieur de la société, qu'elle est poreuse et qu'elle doit sécréter une bonne atmosphère dans l'entreprise pour la disséminer à l'extérieur. Et donc ça fait du chef d'entreprise qui a pigé ça, un nouveau gentilhomme. Ça fait du manager, un gentleman. Et ça fait du salarié quelqu'un de gentil. Et de la salariée, une gente dame. Je vous raconte 2 histoires et j'aurai fini. Première histoire, elle se passe en Norvège.
Je vais foutre ça au nord. Le type, en plus, il fait des chambres froides en Norvège. Je veux dire, il est ton sur ton. Hein. Et puis, on est un vendredi soir, c'est-à-dire il est 14 h en Norvège en hiver. Et il se dit, zut, j'ai oublié de visiter cette chambre froide. Non, il va voir, il l'ouvre et pouf, elle se referme derrière lui. Et là, il dit, je suis cuit. Pas cuit, c'est pas le mot, mais il sent, au bout de 40 minutes, qu'il va mourir congelé. Et au bout de moins d'une heure, quelqu'un ouvre la porte. C'est le gardien. Il lui amène une couverture, il l'emmène dans sa guérite, pas dans le bureau avec un truc open space, non, il l'emmène dans sa guérite, il lui sert un café ou un thé, et au bout d'un moment, l'entrepreneur qui reprend ses esprits, qui décongèle, etc., lui dit « Mais comment vous avez su que j'étais là-bas ?» Et l'autre lui dit « Mais j'ai pas su du tout, mais ça fait juste 20 ans que je travaille pour vous. Tous les matins, vous me dites bonjour, on discute, tous les soirs, vous me dites au revoir, comment la journée s'est passée. J'ai vu votre bureau éteint, je vous ai pas vu, donc je suis allé voir où vous étiez, je vous ai trouvé. » Elle est là, la gentillesse. Il l'a fait tous les jours gratuitement, il n'attendait pas qu'on lui sauve la vie, mais ça a marché. Dernière histoire, une parabole d'un pèlerin vers Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle, au XIIe siècle. Et donc il marche avec son bahut, et il voit un type qui pioche. Et donc il s'arrête, il lui dit « Que Dieu soit avec toi, mon frère, que fais-tu » Et l'autre, sans relever la tête, lui dit « Ça se voit, je casse des cailloux. » Bon, le pèlerin lui dit « Que Dieu soit avec toi », il s'en va, il va plus loin. Il envoie un autre 200 mètres plus loin qui casse des cailloux, lui dit « Et toi, que fais-tu » L'autre lui dit « Moi, je construis un mur. » Il lui dit « Ça c'est bien, que Dieu soit avec toi, je reprends mon pèlerinage, il continue. » Et puis il en trouve un troisième, et l'autre, je suis plus en lumière là, et l'autre, exalté, tourne le visage devant lui et lui dit « Moi, je bâtis une cathédrale. » Les trois font la même chose, mais les trois n'en ont pas la même perception. Et donc il y a cette idée que la gentillesse dans le milieu du travail, elle est une noblesse, elle élève les esprits, même si ce n'est pas vu comme ça par les prédateurs, par les killers, par les tueurs, par ceux qui sont vides et qui, animés de cette vacuité, croient que prendre le pouvoir, c'est monter des échelons. Non, c'est tous faire quelque chose, mais être capable de dissiper, de sécréter cette vertu, cette petite vertu, mais qui est un humus sur lequel on peut tisser un humanisme. Alors je dirais que c'est un geste spirituel invisible, c'est un petit acte, la gentillesse, mais elle nous permet de faire la synthèse entre les vieilles civilisations de l'honneur, celles de mes chevaliers, et de notre société du bonheur. Et vous êtes gentil de m'avoir écouté.